Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyrand. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la roue des émotions. Vous le savez, nous avons tous 6 émotions qui animent notre santé mentale: la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Je vous propose, comme chaque semaine, de décrypter les faits marquants de l'actualité par le prisme des émotions et de prendre de la distance face aux flux incessants de l'information. Et pour nous aider, Robert Zuili, bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes psychologue, expert des émotions et fondateur de Work Well Together. Commençons par l'actualité en Chine. Pour la première fois depuis 60 ans, le pays voit sa population baisser. C'est du jamais vu. La Chine, pays le plus peuplé du monde, 1,4 milliard d'habitants, a vu sa population baisser l'année dernière. Le pays a perdu 850 000 habitants. Une baisse paradoxale, puisque depuis 2021, les parents ont en effet le droit d'avoir 3 enfants contre un seul auparavant. Alors, d'après une étude de démographes chinois, le pays pourrait n'avoir que 587 millions d'habitants en 2100, soit moins de la moitié qu'aujourd'hui, selon les projections les plus pessimistes. Alors, Robert Zuili, quelle émotion collective vous semble impacter sur cette actualité ? Puisque dans les 6 émotions, vous parlez de la surprise, moi j'ai bien envie de parler de la surprise, parce que c'est quand même étonnant. Je crois que c'est la première fois que ça arrive, hein. Oui, c'est la première fois. Vous l'avez dit. Mais c'est une surprise teintée un peu d'appréhension, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a quelque chose de paradoxal dans ce message, c'est-à-dire que d'un côté on ouvre les vannes, si je puis dire, puisqu'on autorise les familles à avoir 3 enfants, alors qu'il y avait cette politique de l'enfant unique que les Chinois ont accepté bon gré mal gré, et qui les a peut-être conditionnés aussi. Mais je me dis, qu'est-ce que ça veut dire pour demain et comment on peut interpréter ça ? Et là, je trouve que c'est intéressant de faire référence à quelque chose que j'explore dans la manière dont nos émotions nous influencent au quotidien dans nos lectures des faits. Vous savez, je dis souvent, il y a 3 filtres pour comprendre la réalité. Il y a justement ce que j'appelle le réel, c'est-à-dire qu'on est centré sur les faits. Là, ce qu'on pourrait se dire de manière factuelle, au fond, avec ce qui s'est passé là en Chine, avec ce développement rapide, les gens ont afflué vers les villes parce que c'est là où il y avait le plus d'emplois, mais après il fallait se loger, donc au fond il fallait construire, mais il y a eu toujours un délai retard, et peut-être qu'il n'y a pas assez d'espace de vie pour créer des familles alors qu'on en aurait besoin. Donc factuellement on pourrait se dire, tiens, peut-être qu'émotionnellement, je peux comprendre ça comme ça. Et puis, il y a l'imaginaire. L'imaginaire, c'est une perspective qui fait qu'on trace un pas vers le futur. Notre lecture émotionnelle des faits. Et là, on peut se dire, mais tiens, il y a l'impact du Covid. Le Covid, ça détermine notre futur, on l'a bien vu. Vous avez vu la politique qu'ils ont menée, qui est passée de quelque chose de très marqué à on ouvre les vannes là aussi, et il y a plus de politique de restriction. Mais sauf que les gens, ils se disent, mais est-ce qu'on a envie de construire une famille ? Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Donc en termes de perspective, on n'est pas là dans une logique où on a envie d'y aller, où on a envie de procréer, de construire, on ne sait pas comment on va faire pour nos enfants. Et puis il y a cette 3e dimension qui est la dimension symbolique, qui est celle de la signification qu'on veut donner aux choses, qui est plus subtile. C'est une lecture entre les lignes des événements. Et là, on se dit, mais au fond, symboliquement, vu tout ce qui se passe, est-ce que j'ai encore confiance dans mon gouvernement ? On a vu ce qui s'est passé là avec les manifestations. Si j'ai pas confiance, qu'est-ce que je vais faire qui pourrait m'aider à construire une famille ? Je suis pas sûr, donc j'attends. Pour moi, si on cumule ces 3 dimensions, peut-être qu'on a une lecture un peu plus complète de ce qui peut nous influencer ou ce qui peut influencer la Chine dans ce mouvement qui peut être durable d'ailleurs. Puissance économique et puissance de vie semble s'exprimer d'une façon décorrélée, alors que la Chine croît et devient puissant sur les places financières. Sa puissance de vie, peut-être même une forme d'impuissance à donner plus la vie, semble s'exprimer. Il y a un paradoxe très profond. C'est peut-être là où on peut trouver de la peur de la vie.
Oui, mais pour moi, ce que vous êtes en train d'évoquer, c'est un ratio entre l'injonction et l'envie. On est dans un pays où il y a cette évolution qui était à 2 chiffres au plan économique, qui s'est stabilisée. Mais il y a des mouvements vers les villes qui deviennent des mégalopoles. Et donc, on est dans cette injonction du partage et de la croissance. Partagée, hein. Mais sauf que, est-ce qu'on en a envie ? Est-ce qu'on a envie de ce diktat, au fond, qui nous fait nous imposer à nous-mêmes de devoir grandir, de devoir proposer d'autres choses, de construire une famille ? Je ne sais pas. Tournons la roue des émotions, si vous le voulez bien, pour gagner en flexibilité mentale et observer cette disparité démographique en Chine, alors que le pays est de plus en plus riche. Mais on le sait, hein, c'est une toute petite frange de la population qui bénéficie de la richesse. Alors, et vous êtes tombé sur la tristesse. La tristesse. La tristesse. Comment on peut lire ça d'un point de vue de la tristesse ? La tristesse, vous savez, je le dis normalement toujours, si je suis cohérent, ça renvoie à la perte. Donc, qu'est-ce qui peut être vécu en termes de ressenti comme une perte dans ce qui se passe ? C'est peut-être la perte de repères. Où est-ce que je suis ? Où est-ce que je vais ? On me parle de pandémie, on me raconte qu'on ne peut pas sortir. Puis tout d'un coup, on arrête et on libère tout. Et il y a des morts, et on est en train d'enterrer les gens, et il y a la queue à l'hôpital. Qu'est-ce que je comprends de tout ça ? Est-ce que mes repères ne sont pas en train de fondre au soleil ? Tristesse dans ce pays touché par le traumatisme du Covid, tristesse dans ce pays touché par une forme de négation à la dictature, et finalement, j'ai plus l'envie de la vie, et j'ai plus l'envie de donner de procréer. La vie et de procréer. Autre actualité internationale, en Ukraine, plus proche de nos frontières, le président ukrainien réclame aux pays occidentaux d'aller plus vite pour aider Kiev. Alors cette semaine, le président ukrainien a mis à nouveau la pression sur ses alliés occidentaux en déclarant: la tyrannie avance plus vite que les démocraties. Il a demandé à ce que la mobilisation du monde aille plus vite que la mobilisation militaire de notre ennemi commun. Ce sont ces mots. En réponse, l'OTAN a promis des armes plus lourdes et plus modernes. De son côté, Poutine a assuré que la victoire de la Russie était garantie. Une guerre de la communication au moment où nous nous parlons encore. L'enquête semble désigner par ailleurs qu'un hélicoptère, avec le ministre de l'Intérieur, aurait trouvé la mort, bien sûr, avec un crash, pour des raisons de brouillard. Si on osait dire, tout cela nous semble bien embrouillé quand même. Guerre de la com, c'est flou. Ouais. Alors comment réagir, avec quelle émotion ? La tyrannie avance plus vite que les démocraties. Si c'est pas destiné à nous faire peur, je comprends rien à la communication. Évidemment que la peur constitue un élément d'insécurité qui nous fait bouger. Et donc, c'est ce qui pourrait donner envie à l'OTAN d'accélérer le processus d'aide avec des armes lourdes. Je ne sais pas si c'est adroit, mais en même temps, ça parle de quelque chose qui est terrible. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'urgence qui est très profond. Mais ça pose la question de comment chacun d'entre nous, on l'interprète. Est-ce que, vu de notre fenêtre, on est dans cette insécurité-là, et ce degré d'incertitude, qu'est-ce qui nous fait dire à nous ? Est-ce que c'est un danger, et c'est pas très très grave, ils vont trouver des solutions, ou est-ce qu'il y a un risque profond, et là, moi, ça peut me rendre anxieux dans ma gestion de la vie quotidienne, ou est-ce que c'est une menace, et là, moi, ça me fait flipper, parce que la menace, c'est l'angoisse. Et donc, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on appelle à l'angoisse pour nous faire réagir et pour que le peuple devienne un puissant médiateur pour faire agir l'OTAN. Tournons la roue des émotions pour gagner en flexibilité mentale sur la tristesse. La tristesse. À nouveau. La tristesse, ça peut être de se dire, au fond, vous vous rappelez la question de la perte, je suis en train de perdre l'espoir. Parce que d'un côté, il y a un Poutine qui dit qu'il va de toute façon gagner la guerre. Est-ce qu'il est dans le déni de la réalité ? Est-ce qu'il est dans un message, une injonction encore pour faire croire à des choses ? On n'en sait rien, ça c'est lui qui le détermine. Mais en tout cas, il peut y avoir une escalade. Et s'il y a une escalade,
est-ce qu'on ne va pas aller vers une ingérence perçue par Moscou des pays occidentaux et légitimer du coup l'usage de la force, puisqu'on a entendu ces derniers temps certains membres du gouvernement russe dire qu'il fallait attaquer la France, hein, par exemple. Donc est-ce qu'on n'est pas dans ce registre-là, et là, c'est triste, parce qu'on perdrait tout. La tristesse, c'est aussi celle, là encore, de l'impuissance de notre humanité à trouver force vive pour aller au-delà des conquêtes territoriales, aller au-delà des luttes armées et être en capacité d'exprimer l'humanité. Oui, mais c'est là où vous vous rappelez, je fais le lien avec la mémoire. Et comment faire pour que cette mémoire s'inscrive de manière durable, pour nous rappeler qu'il y a des drames qui ont été vécus par l'humanité et qu'on devrait réagir avant de se retrouver à cela et revivre ces événements traumatiques. Nous nous retrouvons Quelle dans est la conscience que nous avons de tout ça ? quelques instants pour parler de la mobilisation en France face à la réforme des retraites. Et puis nous parlerons dans tout autre sujet des chiens écrasés, entre guillemets, des chiens transformés en tapis de bain. A tout de suite. Ben voilà. La roue des émotions. Le Psychodon, Agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyran. Et comme chaque semaine, nous décryptons les faits marquants de l'actualité par le prisme des émotions. Et pour nous aider dans cet exercice de flexibilité mentale, avec nous Robert Zuilly, psychologue, expert des émotions et fondateur de Work Well Together. La réforme des retraites a largement occupé l'actualité de la semaine. Les syndicats espéraient 1 million de personnes dans les rues. Forte mobilisation partout en France pour ces manifestations du 19 janvier. Des jauges toujours décriées entre les syndicats et les forces de police avec des chiffres un petit peu différents. Mais au fond, il s'agit d'une mobilisation très forte. Robert Zuilly, comment est-ce que vous observez, avec quelle émotion le psy que vous êtes observe cette mobilisation ? Qu'est-ce qui suscite l'envie de se déplacer et de bouger ? La plus forte des émotions, enfin en tout cas celle qui crée le mouvement, qui peut nous entraîner dans la rue plus facilement, c'est la colère, plus que la peur. Donc là je verrai de la colère. Et il y a de la colère de tous côtés. De la colère du côté des manifestants, enfin en tout cas des syndicats qui appellent à la manifestation, parce que c'est terriblement injuste de leur point de vue. Et c'est intéressant parce que vous parlez des jauges. Et les jauges, pour moi, c'est un peu la différence entre la réalité, enfin ce qui est intangible et incontestable, et le ressenti. Vous savez, c'est comme la température. On va vous la mesurer, elle est à 3 degrés, mais la température ressentie, c'est moins 2. Là, c'est pareil. Très souvent, les écarts entre la manifestation, c'est que la police revendique le réel et la manifestation, les manifestants, le ressenti. C'est bien difficile, parfois, d'objectiver qui a raison. D'objectiver qui a raison. Commençons par les éléments de langage. Et comme si ça va vous intéresser. Pour certains, je sais pas. C'est injuste et irresponsable. Et pour le président de la République, cette réforme est juste et responsable. Qu'est-ce qu'on fait avec cela quand on est psy ? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? C'est qu'on explique que ne pas accueillir le ressenti de l'autre, c'est aller au conflit. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que quand un gouvernement dit non, notre politique, et on a été élu pour ça, a priori, hein, puisqu'on l'a dit. Donc je vois pas pourquoi aujourd'hui on se plaint de ça. On a prévenu tout le monde, ce qui n'était pas le cas forcément en 95, je crois. Donc pourquoi on est surpris ? Mais en même temps, c'est ne pas accueillir le ressenti. Et quand on n'accueille pas le ressenti, c'est insupportable. Donc ça génère de la provocation et de la défiance. Et on rentre dans un cercle vicieux dont il est difficile de sortir par le haut. Et ça pose la question de quelles ressources a le gouvernement pour sortir par le haut. La difficulté, c'est que quand tu es colère contre colère, parce que c'est injuste aussi pour le gouvernement de se dire, mais attendez, on leur a expliqué. Le président pourrait se dire, mais c'est injuste. Et le président, il fait ça alors qu'il sait très bien qu'il ne se représentera pas. Est-ce qu'il fait ça pour embêter, passez-moi l'expression, j'avais presque envie de dire plus, ou est-ce qu'il fait ça parce qu'il pense que c'est nécessaire et que c'est bon pour la France ? Mais ça, chacun de l'interpréter en fonction de son prisme émotionnel. Si on est en colère, on se dit, il continue, il se moque de nous, et c'est du foutage de gueule, excusez-moi, mais trivialement, c'est comme ça qu'on va se le dire.
Et puis, lui, il peut se dire, mais moi, aujourd'hui, j'ai pas d'enjeu personnel. Je suis pas en train de préserver ma place pour un autre mandat. Donc, je suis libre de ça. Et peut-être que lui se dit, c'est ma liberté et je m'engage et je respecte mes engagements. Et quels pourraient être ces mobiles psychiques? Pourquoi il fait ça? Est-ce que c'est pour faire flic ou est-ce que c'est parce que c'est nécessaire? C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Il prend pas du plaisir machiavélique à lever tant de personnes dans les rues. Mais sauf à ce que certains pourraient considérer que M. Macron est un pervers sadique et qu'il se plaît à confronter la population à des choses insupportables. Certains peuvent le vivre comme ça. Lui, probablement, il y a peu de chances qu'il se dénomme comme un pervers narcissique et qu'il fait ça en fonction de cette intention. Non, probablement que lui, il doit se dire, mais c'est un service à rendre à la France et aux Français. Il peut se dire ça. Et à EDF, on dit il y avait 40%, 44% de grévistes. Et à l'Éducation nationale, il y avait 30% des enseignants de collège et de lycée qui étaient en grève. Mais les autres, finalement, en fait, 30% des enseignants de collège et de lycée, moi je suis pas très bon en maths, mais ça fait 70, c'est ça, qui ne faisaient pas grève. Et chez EDF, 44% qui font grève, ça fait plus de la moitié qui faisaient pas grève. Et les chiffres, c'est toujours très difficile à manipuler. Est-ce qu'on peut les interpréter avec une sensibilité psychologique? On le fait toujours. Parce que la raison nous sert à légitimer ce que nous ressentons. Et les chiffres sont des preuves qui peuvent nous permettre de légitimer ce qu'on ressent. Donc on interprète les chiffres en fonction de ce prisme émotionnel. Et on en change. Hein, on en change pour aller vers... Le dégoût. Le dégoût. Alors qu'est-ce qu'il y a de dégoûtant là-dedans? Je vais faire l'homme outré. Qui se trouve dégoûté. Parce qu'il y a de quoi être dégoûté. Je joue un rôle de celui qui est dégoûté. Peut-être que ça représente ma pensée ou peut-être pas. Peu importe, on n'est pas là pour ça. Mais en tout cas, je pourrais être dégoûté parce que je pourrais me dire, mais franchement, de qui se moque-t-on? On l'a dit qu'on voulait pas cette retraite. Pas comme ça. Et pour autant, on s'en fiche. Nous, on va dans la rue parce que c'est comme ça qu'on va montrer que... Est-ce que ça vous dégoûte que le président, ce jour-là, était en Espagne un congrès politique à Barcelone? Mais si je suis... Parce que pour certains, c'était du dédain. Pour d'autres, c'était une politique politicienne que de dire il avait un agenda, il l'a tenu. Mais Didier, moi si je suis dégoûté, franchement, je comprends pas que vous le soyez pas non plus. C'est quand même incroyable. C'est bien du dédain, c'est bien de la moquerie, c'est bien la preuve que il se fout de nous, non? Sinon, s'il était vraiment préoccupé par ce sujet, il serait là, il essaierait de nous expliquer, d'écouter. Mais non, il va serrer la main à d'autres, à des Espagnols. Vous vous rendez compte le mépris qu'il affiche à nous Français? Si je suis dégoûté, c'est comme ça que je lis l'actualité, et ça donne raison à ce que je ressens. Et c'est ça qui est précieux. C'est que nos émotions distillent cette capacité que nous avons à comprendre la réalité en fonction de ce prisme émotionnel d'abord. Et notre intelligence est juste utile pour nous donner les clés de compréhension qui légitiment ce qu'on ressent. En fonction de nos croyances. Nos croyances sont le résultat de ce prisme émotionnel. C'est pas l'inverse. Parce que nos émotions préemptent tous ces processus-là. On ressent les choses avant même d'être capable de les élaborer mentalement. Et donc, il faut bien donner du sens à ce qu'on ressent. Et chercher où est la raison. On a beaucoup parlé du cercle de la raison. La raison, c'est la capacité que nous avons à faire de nos émotions des alliés. Donc, si je suis en capacité de démontrer que j'ai raison de ressentir telle chose, je viens de respecter cette définition et j'ai donc raison. Vous savez, ça vous est arrivé probablement de dire à quelqu'un « Mais oui, Didier, c'est vrai ce que tu dis. T'as raison. T'as raison. Mais peut-être que vous êtes absolument pas... peut-être que vous n'avez pas raison. C'est peut-être juste que vous avez le même ressenti. Il y a 10% de la population qui pensent que la Terre est plate. Quand ils discutent entre eux, ils disent « ouais, on a raison, c'est vrai, la Terre est plate. » Et 90% qui disent « non, et on a des preuves. » Mais où est la vérité? Où est la raison? Dialogue de sourds encore. Mais c'est pas un dialogue de sourds. C'est qu'on n'est pas codé pour comprendre le monde de la même façon en fonction du prisme émotionnel qui nous alimente. C'est magique. En fonction de notre histoire de vie, et bien sûr, d'où on vient et de comment nous nous projetons. C'est une sacrée richesse. C'est cette diversité-là qui fait notre humanité. Mais oui. Dernière actualité de la semaine, alors...
complètement On passe du différente coq à l'âne. du coq à l'âne. Pour rester dans la métaphore Les animale. chiens. Ouais. Un chien transformé en tapis de bain. Un trafic morbide et choquant de cadavres d'animaux de compagnie. En effet, un chien transformé en tapis de bain. L'image peut sembler totalement absurde, mais c'est la triste et macabre découverte qui a été faite par une équipe d'enquêteurs dirigée par journalistes et militants tels Hugo Clément. Cette semaine... dévoilé un trafic morbide et choquant de cadavres d'animaux. On y découvre des animaux morts et au lieu d'être envoyés à l'incinération, eh bien ils sont dépecés, transformés en tapis, en masques et ils sont vendus en ligne sur Internet et bien sûr sans l'accord de leurs propriétaires. Du trafic d'animaux tués pour être vendus sur Internet. Mais quelle émotion incroyable de réagir là-dessus. Il y en a plusieurs qui cohabitent, mais si j'essaie d'en faire émerger une première, c'est le dégoût, parce qu'on est en train de franchir un tabou, là, au fond. C'est le tabou du culte lié à la question de la disparition de l'être vivant, qui peut être un humain, mais qui peut être un animal. C'est une cruelle indifférence. Oui, parce que l'homme avec un petit h qui ne respecte pas le vivant ne respecte pas l'homme humanité avec un grand H. Non plus. Et donc là, on est en train de casser un tabou et une symbolique qui est celle du respect du corps vivant qu'on enterre normalement, en tout cas qu'on inhume. Est-ce qu'on essaie de trouver rapidement une dernière émotion là-dessus? Et c'est... la colère. La colère. Il y a de quoi être en colère, c'est de la maltraitance. Colère, parce que si moi je reconnais mon animal chéri comme tapis, je vais vraiment être en colère. Et il y a de la colère à faire du marketing, fût-il digital, bien à sûr, vendre des animaux maltraités, tués pour être transformés en tapis de bain ou en masque. L'appât du gain. L'appât du gain. Merci Robert Zuilly de nous avoir accompagnés cette semaine dans la roue des émotions. Au cinéma, Babylone, pour toutes les émotions, un film de Damien Chazelle avec Brad Pitt. Ça se passe dans les années 20 à Los Angeles. C'est le récit d'une ambition démesurée et d'excès fou. Babylone retrace l'ascension et la chute de différents personnages lors de la création d'Hollywood. C'est une ère de décadence et de dépravation sans limite. Rendez-vous avec des émotions les plus diverses ce week-end au cinéma. Babylone. Merci Robert Zuilly, à bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine sur Sud Radio, comme chaque week-end, pour ensemble faire tourner la roue des émotions et décrypter les actualités de la semaine. Au revoir, bon week-end à toutes, bon week-end à tous, merci. Sud Radio, la roue des émotions. Avec le Psychodon, agir pour la santé mentale.